Bonjour et bienvenue dans ce 5e cours dans lequel nous allons parler de la relativité du temps. Et dans un premier temps, nous allons d'abord parler de la relativité du mouvement. En prenant le point de vue d'une vache qui est sur la sol terrestre, donc le référentiel terrestre, et qui va voir passer devant elle un train à 100 km/h. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel. Imaginons maintenant que sur ce train, dans le référentiel du train, on voit une personne qui marche ou qui court sur le toit à 10 km/h dans le même sens que le mouvement du train. La vache, qui n'est pas plus belle qu'une autre, va, elle, penser que cette personne va à 110 km/h. Par rapport à elle, la personne ira à 110 km/h. Les 100 km/h du train, plus les 10 km/h de la personne par rapport au train. C'est ce qu'on appelle la composition des vitesses, héritée de Galilée et de Newton, et qui nous semble logique et intuitif. Bon, très bien, alors maintenant on va essayer de voir si la lumière se comporte comme ceci aussi. Michelson et Morley ont utilisé un interféromètre qui est décrit ici. La lumière est décrite par des petites boules. Donc la lumière arrive sur une lame semi-réfléchissante, parcourt une certaine distance, est reflétée par des miroirs et revient sur un détecteur pour interférer. Très bien, donc ça c'est le cas quand en fait le système est immobile. Or le système est sur la Terre et la Terre bouge. Donc vu d'un observateur extérieur à la Terre qui lui ne bougerait pas, voici ce qu'on attendrait. Donc la lumière va aussi sur la lame semi-réfléchissante, de la même façon que tout à l'heure, est reflétée et séparée en deux, mais chaque partie ne va pas évoluer de la même façon, une partie est dans le sens du mouvement et pas l'autre. Et donc on va voir en fait, vous voyez, un décalage, donc une interférence différente par rapport à celle-ci. Et si on prend le même système et qu'on le fait tourner de quelques degrés, on devrait voir une interférence encore différente. Michelson et Morley, en fait, ont refait leur expérience, mais n'ont jamais vu de différentes interférences en tournant leur système. En fait, tout se passait comme dans la première vidéo, c'est-à-dire que tout se passait comme si la Terre était immobile. Et ceci a posé beaucoup de problèmes, et la seule façon de l'interpréter, c'était de dire qu'en fait, la vitesse de la lumière ne variait pas. Alors ces résultats par rapport aux expériences à la lumière étaient étranges et ont été interprétés par un jeune scientifique inconnu à l'époque, Albert Einstein. Il a émis deux postulats assez simples, en fait, que nous allons voir tout de suite. Le premier, c'est que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens. Ça, c'est tout à fait facile à comprendre. Et le deuxième, c'est que la vitesse de la lumière ne change jamais. Enfin, la vitesse de la lumière dans le vide, en tout cas, ne change jamais. Même si on bouge par rapport à elle, même si elle est émise à une certaine vitesse, etc., etc. Et ça, c'est beaucoup moins facile à comprendre, et surtout, ça a beaucoup de conséquences étranges. Alors, pour voir la première conséquence, nous allons voir un objet qu'on appelle une horloge de lumière. C'est deux miroirs, et on envoie de la lumière entre ces deux miroirs, et donc la lumière fait des allers-retours entre ces deux miroirs. La lumière est ici représentée par la petite boule jaune. Et on va étudier cette horloge de lumière dans le référentiel lié à l'horloge, c'est-à-dire le référentiel qui ne bouge pas par rapport à cet objet-là. On appellera ceci le référentiel propre de l'objet. On a besoin d'une horloge, donc d'un chronomètre pour mesurer ce qui se passe, mesurer le temps, et on appellera ce chronomètre le temps propre de l'objet. Donc quand on va mesurer une durée, on va noter delta TP, parce que ça sera la durée propre de cet objet-là, mesuré par rapport à son chronomètre qui ne bouge pas par rapport à elle. Alors étudions la même horloge dans un autre référentiel. Ce référentiel sera différent parce qu'il sera en mouvement par rapport à l'horloge. Donc voici la vitesse V du référentiel, et à ce référentiel, j'associe aussi un chronomètre qui va avec. Mais bien sûr, ce n'est plus le temps propre qui est lié, parce que ce chronomètre est en mouvement par rapport à l'horloge qu'on étudie. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'horloge qui va se déplacer par rapport à nous, un peu comme ceci. Voilà. Alors, si on détaille un petit peu les différentes positions et la trajectoire de la lumière, voici la trajectoire de la lumière que nous avons vue. Qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à tout à l'heure? C'est que cette trajectoire, elle est plus longue que tout à l'heure. Tout à l'heure, la lumière ne faisait qu'un aller-retour comme ceci. Ici, vous voyez que c'est incliné, donc la trajectoire est plus longue. Or, si la distance est plus longue et que la vitesse ne change pas, deuxième postulat d'Einstein, il faut forcément que la durée change. Donc, ça veut dire que si on mesure le temps pour faire
un aller-retour dans ce référentiel ici, nous allons trouver une durée plus grande que tout à l'heure. Donc, ce sera une durée mesurée, delta Tn, qui sera plus grande que la durée de tout à l'heure. Et ceci est vraiment tout à fait nouveau. Ça veut dire que si on mesure la durée d'un événement dans un référentiel ou dans un autre, on ne trouvera pas la même chose. Donc, le temps est relatif au référentiel dans lequel on le mesure. Et ça, c'est tout à fait nouveau et c'est assez difficile à concevoir. C'est pas du tout intuitif. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir qu'en fait, le temps mesuré dans un autre référentiel en mouvement par rapport à l'objet n'est pas le même que le temps propre. Et ce qui fait passer de l'un à l'autre, c'est le coefficient gamma. Et ce coefficient gamma est toujours supérieur à 1, parce que la vitesse des objets est toujours inférieure à la vitesse de la lumière. Et donc, en fait, le temps mesuré est plus grand que le temps propre. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle la dilatation des durées, première conséquence étrange des postulats d'Einstein. D'autres conséquences qui sont tout aussi étranges, alors nous ne rentrerons pas dans les détails, mais on pourra voir aussi que il y a une contraction des longueurs quand on change de référentiel, perte de simultanéité. Alors attends des preuves expérimentales de ceci, de cette relativité restreinte. Au début, les scientifiques étaient sceptiques, mais depuis on a réalisé des expériences précises, par exemple de mettre une horloge dans un avion et de comparer avec l'horloge au sol et avec des horloges atomiques, on voit la différence, et c'est exactement la différence qui est prévue par la relativité restreinte. On a fait des films sur ce thème, par exemple la planète des singes. La relativité restreinte est utilisée tous les jours dans les accélérateurs de particules, où les particules vont vite, ou en tout cas elles ont des vitesses sensibles par rapport à la vitesse de la lumière, et l'observation de particules telles que des muons cosmiques n'est explicable que par rapport à la relativité restreinte. Donc la relativité restreinte, elle est validée tous les jours par l'expérience. Alors faut-il pour autant jeter la mécanique de Newton et les équations de Newton? Nous allons faire une petite expérience pour savoir. Prenons une voiture très rapide, 360 km/h, et prenons une vache qui regarde cette voiture. Imaginons que le pilote de la voiture mesure 1 seconde à sa montre, c'est son temps propre, donc 1 seconde. Quelle durée va mesurer la vache? Elle va mesurer une delta Tm, la vache connaît les équations de la relativité restreinte, qui est égale à gamma delta Tp. Donc il faut calculer ce gamma, 360 km/h c'est 100 mètres par seconde, alors mettons ceci dans l'équation, et on va trouver que ça donne, que gamma donne 1 divisé par racine carrée de 1 moins 1,1 10 puissance moins 13. Alors si vous essayez de faire ceci avec votre machine à calculer, soit elle vous met un message d'erreur, soit elle va vous dire que ceci est égal à 1. Tout simplement parce que sur cette soustraction ici, on joue sur la 13e décimale après la virgule. Or, votre machine à calculer n'est pas assez précise pour calculer la 13e décimale. Bon, donc le gamma est égal à 1, et donc en fait on trouve que delta Tm est égal à delta Tp, ça c'est une seconde, c'est Newton, donc Newton marche bien. Bien sûr, si on utilise des vitesses beaucoup plus grandes que 360 km/h, alors il va falloir utiliser les équations d'Einstein. Donc en fait, on va utiliser la relativité restreinte pour des vitesses qui seront proches de la vitesse de la lumière.